Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation des capacités d'Abacus à simuler les sollicitations vibratoires des structures. Je suis Alexandre Bell, consultant en simulation et système engineering. Alors, habituellement, nous diffusons 2 webinaires par mois sur les sujets de la simulation, du système engineering et du design. Cet été, nous faisons une pause et nous reprendrons les diffusions à partir du 14 septembre. Vous pouvez bien entendu retrouver l'ensemble des webinaires sur le mini-site lié à la simulation sur le site de Keonis, donc keonis.com/simulation, où donc vous avez l'ensemble des webinaires. Vous avez également une base de données et également un ensemble d'articles techniques, notamment sur les nouveautés des dernières versions de Abacus, donc des outils de simulation, donc de Abacus notamment, FSafe, Tosca eSight, et également sur 3D Experience. Aujourd'hui, nous allons donc parler de vibration en présentant brièvement le contexte de la dynamique linéaire. Ensuite, nous aborderons l'analyse modale, puis les capacités de modélisation de l'amortissement dans Abacus, en vue de simuler les sollicitations vibratoires et de réaliser le post-traitement qui mène à l'obtention des résultats souhaités. Alors, avant de réaliser une analyse vibratoire, il convient de réfléchir au problème pour savoir quel type d'analyse est judicieux, notamment au niveau des forces d'inertie qui sont fonction des masses en jeu et des accélérations. Si ces forces sont faibles ou avec une variation lente, on va pouvoir facilement interpréter le phénomène comme étant un phénomène quasi statique. On va parler de problème dynamique si au contraire la variation dans le temps de ces forces est rapide et si ces forces ont une magnitude significative. Dans ce cas-là, on va pouvoir réaliser une étude dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel. Si en plus le modèle présente des non-linéarités, comme des non-linéarités de contact ou matériaux, on sera en présence d'un phénomène dynamique non linéaire, comme la simulation de crash automobile par exemple, auquel cas on va réaliser une étude dans le domaine temporel. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les problèmes de dynamique linéaire. Il existe dans Abacus plusieurs procédures répondant aux besoins de simulation des phénomènes de dynamique linéaire. Dans un premier temps, on va pouvoir simuler la vibration des structures. Donc, c'est simplement obtenir la base modale, les fréquences propres, donc c'est-à-dire finalement les déformées modales et les modes propres. Ensuite, on va pouvoir simuler les sollicitations sinusoïdales, donc c'est-à-dire obtenir la réponse harmonique dans le domaine fréquentiel d'une structure soumise à une excitation, donc avec une fréquence spécifique d'excitation. On a également la possibilité de réaliser une étude de réponse à une sollicitation de type aléatoire en impliquant à la structure un chargement de type densité spectrale de puissance ou PSD. On a également la possibilité de faire une analyse spécifique pour les chargements spectraux, notamment pour la combinaison de réponses modales lorsqu'une structure est soumise à des chargements sismiques et avec différents types de combinaisons des réponses. Et puis, on va avoir la possibilité également de réaliser une réponse dans le domaine temporel lorsque le chargement est temporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cyclicité du chargement. Par exemple, lorsqu'on va faire un chargement en forme de demi-sinus ou un chargement en forme de dent de scie. Dans Abacus, ces procédures de dynamique linéaire sont des steps linéaires perturbation et ainsi on va pouvoir partir par exemple d'un état de base non relaxé, par exemple si la structure est préchargée avec un step statique au préalable. Donc commençons d'abord par l'analyse modale. En effet, généralement, la première étape lors d'une analyse dynamique linéaire consiste à récupérer les caractéristiques vibratoires intrinsèques de la structure, à savoir les fréquences propres et les déformées modales. C'est ce qu'on appelle du coup les modes propres. Pour l'extraction de ces informations, Abacus met à disposition 3 solvers. Le solver itératif LongSauce, utilisé par défaut, qui est le plus courant, un solver subspace itération et puis un solver AMS, donc Automatic Multi-Level Substructuring, qui est dédié
c'est une méthode de réduction qui est dédiée plutôt pour les modèles très gros avec beaucoup de valeurs propres. Pour chacun des solvers sélectionnés, on va avoir plusieurs options disponibles. On va pouvoir sélectionner, selon le solver bien entendu, une fréquence mini pour les fréquences propres, le type de normalisation, donc par rapport au déplacement ou par rapport à la masse, prendre en compte ou non les modes résiduels, prendre en compte le nombre de modes d'intérêt, plutôt que la fréquence max à laquelle on veut récupérer les modes. Donc, toutes ces options sont accessibles en fonction du solver sélectionné dans l'édition du step frequency, donc dédié à la récupération de l'analyse modale. Bien entendu, dans ce webinaire, on va balayer les principales options, les principales choses que peut faire Abaqus sur la dynamique linéaire, mais pour avoir plus de détails sur les capacités précisément d'Abaqus, vous pouvez soit nous contacter, soit aller vous renseigner au niveau de la documentation. Une fois que l'analyse modale est terminée, on va avoir comme information donc d'un côté les fréquences propres, donc ici c'est ce que l'on obtient à la lecture du fichier DAT qui a été généré à la suite de l'analyse donc sur le modèle qui est présenté à gauche, c'est-à-dire un modèle en fait d'une structure de support. Enfin, c'est un support de structure lourde. La partie bleu foncé ici, on va la modéliser plus par une masse ponctuelle, même si visuellement ici elle est un peu plus volumique. Et puis la structure bleu ciel, qui est notre structure d'intérêt qu'on va analyser, elle est encastrée à la base. On réalise donc l'analyse modale sur l'ensemble du modèle et on regarde le fichier .dat pour avoir les résultats qui sont à droite. Donc on va avoir dans un premier temps les fréquences propres. Donc ici en cycle par time, donc 592,66, 632, 1248, 1408, puisqu'on a fait une analyse modale jusqu'à maximum 2000 Hz. En dessous, on a accès aux participations facteurs, donc aux facteurs de participation modale par mode et par axe globaux. Et puis, découlant de ces facteurs de participation modale, les masses effectives de la structure. Donc, on peut remarquer, par exemple, ici, qu'à 2000 Hz, les masses effectives présentent pas forcément la même somme. Donc on peut imaginer que pour avoir une base modale complète, il faudrait monter un peu plus haut en fréquence au niveau des modes propres. Après, bien entendu, ces modes propres à haute fréquence vont possiblement avoir très peu d'influence si on se concentre sur une sollicitation qui est limitée dans une bande de fréquence limitée et loin de ces modes-là. Donc, pas forcément d'intérêt d'aller voir ce qui se passe après 2000 Hz. Donc ici, on a les déformés modales des deux premiers modes pour information. Donc on a le premier mode à 592 Hz et un autre mode latéral plutôt à 632,98 Hz. Passons à l'amortissement. Une fois que l'on a établi le comportement dynamique intrinsèque de la structure, donc l'obtention des modes propres, fréquences propres et déformées modales, on va pouvoir s'intéresser au comportement de la structure soumise à des sollicitations extérieures, c'est-à-dire à la réponse dynamique. Chaque structure soumise à des sollicitations dynamiques présente de l'amortissement qui peut provenir de différentes sources. Le matériau, les raideurs d'assemblage, les frottements internes par exemple. Cet amortissement se traduit par une perte d'énergie qui vient à limiter le mouvement des structures. Dans Abaqus, il est possible de leur enseigner cet amortissement ou damping en anglais de 4 façons. Donc au niveau du matériau, au niveau de certains types d'éléments, au niveau global, et puis au niveau du step pour l'appliquer directement sur toute la structure. Donc on va voir spécifiquement les 3 types d'amortissement. Donc par exemple, comment sonne-t-on l'amortissement au niveau des matériaux? Ici, pour le matériau présenté à l'écran, donc matériau assis, on a renseigné un amortissement de type Rayleigh qui contient 2 facteurs, donc facteur alpha, facteur bêta. La partie alpha va être analogue à de l'amortissement représentant une structure qui va être placée dans un fluide visqueux. Et puis, la partie bêta va être plutôt associée à l'apparition de déformation avec la fréquence croissante. Donc ici, sur la courbe qui est en dessous, vous pouvez voir si on renseigne uniquement un coefficient alpha sur l'amortissement, donc courbe bleue, si on renseigne uniquement un coefficient bêta sur la courbe
sur la courbe verte, donc linéaire, et puis une combinaison des deux, donc une somme des deux finalement, hein, des deux parties, sur la partie rouge. On peut aussi renseigner un damping structurel associé au matériau, et donc au matériau, et donc possiblement à une pièce, pour par exemple représenter de la friction interne, comme dans le cas d'un tressage métallique, où les forces en jeu vont s'opposer au déplacement. L'amortissement viscoélastique, lui, est défini au travers des modules de stockage et de perte dans le domaine fréquentiel. Si on veut le renseigner dans le domaine temporel, on va utiliser plutôt une série de pronies, donc relative à la relaxation. Si l'on veut renseigner maintenant de l'amortissement au niveau des éléments, bien, certains éléments de modélisation vont avoir un comportement spécifique qui peuvent, par exemple, inclure de l'amortissement. Il s'agit, par exemple, des ressorts, plus généralement, on va dire des connecteurs. La définition de leur comportement prend en compte un certain nombre d'informations, donc les capacités élastiques, les capacités de rupture, des variations non linéaires de la raideur, et puis également, par exemple, de l'amortissement, comme c'est le cas ici. Ici, on a renseigné un coefficient d'amortissement dans la direction du connecteur, donc c'est pour ça que les autres cases sont grisées. Et puis là, donc la correction, la direction du connecteur est renseignée bien sûr par les deux positions des deux nœuds du connecteur. Plus généralement, on va pouvoir renseigner l'amortissement au niveau du modèle, donc au niveau du step relatif à l'analyse dynamique. On va pouvoir renseigner cet amortissement au niveau relativement aux fréquences ou relativement au mode. On va pouvoir, dans ces options-là de renseignement de l'amortissement, on va pouvoir renseigner donc le taux d'amortissement, le facteur de qualité ou le facteur de tension, un amortissement général aussi de type Rayleigh, et puis également un amortissement dit composite. Alors cet amortissement dit composite est utile lorsqu'on veut associer un taux d'amortissement, donc un critical damping fraction, différent à chaque matériau. Donc ici, on a l'exemple du lien entre le taux d'amortissement et le facteur de qualité, et savoir où on va pouvoir le renseigner dans le step steady state qui est présenté ici. Et donc on a mis un exemple donc d'un côté dépendant de la fréquence et de l'autre côté dépendant plutôt du mode. Au final, en fonction de la source de l'amortissement dans le modèle, on va pouvoir associer un type d'amortissement, et chaque type d'amortissement peut être utilisé avec un type de procédure et un type d'architecture de résolution. Bien entendu, l'ensemble de ces possibilités est détaillé dans la documentation et est également abordé en profondeur dans la formation associée. Intéressons-nous maintenant aux sollicitations vibratoires. La plupart des problèmes de dynamique vibratoire est relative à une excitation à la base. La structure étudiée est soumise à une vibration du support sur lequel elle est fixée. C'est la méthode de participation modale qui est utilisée. Abaqus permet également de modéliser l'excitation d'une structure par une base secondaire. On emploie alors ici la méthode dite de la grosse masse. Cette possibilité est utile lorsque la source de la vibration n'est pas située sur le support de la structure. Dans cette méthode, donc de la grosse masse, la masse est supérieure à 1 million de fois la masse du modèle, donc c'est une valeur qui est on va dire, généralement admise, et elle est ajoutée au degré de liberté sélectionné durant la génération de la base modale, c'est-à-dire dans le step frequency. Lors de la création du chargement dynamique, on va pouvoir alors sélectionner si celui-ci s'applique aux conditions limites du système, c'est-à-dire à la base principale, ou alors si ça s'applique à la base secondaire. Donc en ayant créé bien sûr une base secondaire et puis en le sélectionnant par exemple ici dans l'accélération. Lorsqu'on parle de calcul linéaire dans Abaqus, cela englobe un certain nombre de possibilités modélisables. Ici, on va se concentrer donc dans les slides suivantes sur les applications les plus courantes, notamment dans les domaines du transport, donc aéronautique et automobile, à savoir les vibrations de type sinus, les vibrations de type random ou aléatoire, et puis les chocs plutôt donc dans le domaine temporel, donc en transitoire. En parlant d'analyse transitoire, l'analyse dynamique transitoire va permettre de modéliser les phénomènes avec une évolution du chargement dans le temps, et prise en compte des caractéristiques vibratoires de la structure. Donc on fait évidemment une analyse dans le domaine temporel, on est sur la base de la superposition modale. On va définir
dans enfin, on va définir le temps total de chargement, puis également l'incrément de l'analyse, et on va l'utiliser généralement quand les chargements sont concentrés. Ça peut être aussi, on peut prendre en compte une vitesse ou un déplacement initial, et quand c'est généralement un mouvement de la base qui est appliqué à la structure. Donc ici, on a un exemple de mise en données d'un choc en dents de scie, donc un choc 20G 11 millisecondes, avec une période de démarrage qui correspond à 11 millisecondes. Le choc en lui-même dure 11 millisecondes, et puis on a une relaxation qui va se faire sur 4 fois la durée à 11 millisecondes, donc 44 millisecondes. On a choisi un incrément bien sûr qui est relatif à la fréquence max du modèle, enfin la fréquence propre max du modèle. Et puis on a une amplitude qui va être définie en fonction du step time. Ici, on a mis 20 au niveau de l'amplitude, et puis on a un amplitude scale factor qui correspond à 1G. Ici, on a en unité millimètre Newton MPa, d'où 9810. Bien entendu, on aurait pu mettre le scale factor à 1 dans l'édition de la condition limite, et puis tout mettre dans l'amplitude, ou l'inverse. Dans le cas où le chargement est répétitif dans le temps avec une période donnée, on va pouvoir utiliser plutôt une procédure de calcul de réponse harmonique. Donc là, on va se passer dans le domaine fréquentiel. Donc la sollicitation est de type sinusoïdal. Donc on va renseigner la fréquence d'excitation et l'amplitude d'excitation. Et on va avoir la réponse, on va obtenir la réponse en magnitude et en phase. Donc du coup, on pourrait potentiellement l'avoir aussi en réel complexe, réel imaginaire, pardon. Et de la même façon, on va renseigner le chargement en réel et ou imaginaire. Dans ce cas-là, on aurait en imaginaire un décalage de phase. On va pouvoir faire cette réponse harmonique sur la base de la résolution directe. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les modes propres, et c'est plutôt utilisé dans le cas des systèmes qui sont faiblement amortis, en projection de sous-espace, ou alors plus généralement en utilisant la superposition modale. Pour le cas de la superposition modale, on va calculer la réponse en se basant sur les modes propres, les masses généralisées, les fréquences propres, et bien entendu l'amortissement. Ici, on a un exemple de mise en données sur une courbe que l'on appelle High Level Short Duration, où on va faire simplement un balayage sinus de 10G dans la base de fréquence de 14 à 250 Hz. Bon, par exemple, c'est une courbe standard. Et puis ici, vous voyez qu'on a mis l'amplitude directement, enfin, on a mis la totalité de l'amplitude dans la définition de la courbe de l'amplitude, et on a mis un facteur d'amplitude à 1 dans l'édition de la condition limite. Dans le cas de la réponse dynamique, on va sélectionner les points où on va vouloir une restitution, donc c'est-à-dire une réponse. Ici, on a mis de 0 à 2000 Hz. Ça ne correspond pas forcément, hein, bien entendu, aux besoins pour la courbe ci-dessus. Puis on va définir le nombre de points qu'on va avoir entre chaque mode propre, et puis l'écart, en tout cas la linéarité de la répartition des points pour essayer, donc de points de restitution entre les fréquences propres, pour essayer de concentrer la restitution proche de la résonance, là où on va avoir possiblement les réponses les plus prépondérantes, on va dire. Si la structure est soumise maintenant à un chargement que l'on ne peut pas traduire sous la forme d'une fonction de la fréquence et du temps, comme dans le cas d'un flottement aéronautique, ou alors dans le cas d'un véhicule terrestre qui va rouler sur une route accidentée, alors dans ce cas, on va traduire son chargement sous forme statistique en considérant une probabilité d'apparition des pics d'excitation. Tous les pics d'excitation eux-mêmes pourraient être traduits par une excitation de type steady state, donc réponse harmonique, hein. Cependant, la probabilité d'apparition n'étant pas connue, on va considérer que tous les pics peuvent arriver en même temps et prendre en compte plutôt le côté énergétique du chargement. Dans ce cas, on n'applique plus un spectre en accélération type mètre par seconde au carré, par exemple, hein, mais via une densité spectrale de puissance, ou PSD en anglais, qui va représenter plutôt la quantité de puissance contenue dans le chargement. On peut alors réaliser un chargement fréquentiel basé sur la méthode, là aussi, de la superposition modale, et bien entendu qui va nécessiter également ici un step frequency au préalable pour obtenir la base modale. En termes de réponse, ici, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la réponse cumulée par incrément de fréquence
ou la réponse globale à la fin du chargement, et on va obtenir la réponse RMS de ce chargement pour avoir du coup la réponse à un chargement plutôt orienté statistique. Donc ici encore une courbe, une présentation d'une mise en données d'une courbe standard normative dans l'aéronautique, où on va avoir un chargement réel, donc sans décalage de phase, avec la référence gravité, donc qui est ici à 9810, puisqu'on est en millimètres Newton MPa, je le rappelle, et bien entendu une évolution du chargement qui est liée à la fréquence. Donc en fait, l'amplitude qui est ici bien une PSD traduit la courbe qui est à gauche. Et puis bien sûr, on a besoin d'avoir des points de restitution, comme pour la réponse harmonique à certains incréments de fréquence, si on veut regarder ce qui se passe pour la structure à certains points particuliers. Une fois qu'on a fait ces analyses-là, on va vouloir donc faire le post-traitement, et pour chacune de ces analyses, ça va nécessiter un post-traitement spécifique. Abaqus permet d'adapter les données de sortie à chaque procédure pour obtenir le résultat souhaité. Donc par exemple, pour le domaine fréquentiel, on va pouvoir obtenir les réponses à chaque pas de fréquence ou à certains incréments de fréquence. Et puis dans le domaine temporel, on va de la même façon obtenir avoir la possibilité d'obtenir la réponse à chaque incrément de temps, ou alors à un certain espace de temps au niveau du step time, par exemple. Bien entendu, on a toutes les sorties disponibles d'Abaqus. Généralement, on va se concentrer ici sur les déplacements et les accélérations. Également, possiblement, les déplacements généralisés, donc relatifs au mode sélectionné. Les énergies, les contraintes spécifiques que l'on va vouloir obtenir, que ce soit les contraintes max principales, min principale, ou les contraintes dans les axes spécifiques. Spécifiquement pour le random, on va obtenir également les valeurs RMS et également les valeurs RMS cumulées, puisque ce qui va nous intéresser, c'est la réponse à la fin du chargement pour la partie random, en tout cas, pour prendre en compte la totalité du chargement possible. Deux exemples de post-traitement ici. Est-ce qu'il y a la vidéo? Oui, il y a la vidéo ici. Alors vous allez voir l'évolution dans le temps du chargement en dents de scie sur la structure. Donc finalement, même si le socle est fixe, la structure va évoluer dans le temps. Et puis on voit ici que la structure va vibrer une fois que le chargement redescend à zéro, et donc la structure se relaxe. On a la traduction sur la gauche de ce qu'on voit visuellement ici, en prenant une contrainte à un endroit spécifique. Donc on pourrait identifier quelle est la fréquence de résonance que l'on voit apparaître ici. Et puis également, ce qu'on peut identifier, c'est que la structure est peut-être pas assez amortie. Alors il faudrait identifier si l'amortissement sélectionné est suffisant ici, puisqu'on voit qu'elle met quand même un certain temps à revenir à un état stabilisé. Une autre présentation voilà, d'un post-traitement random. Donc deux comparaisons ici sur les courbes. On va regarder dans un premier temps la contrainte générale, on va dire S suivant l'axe X et suivant l'axe Y d'un élément, S1, S1, 2, dans le but de regarder s'il y a un mode prépondérant dans la réponse. Donc ici, on voit qu'on a un mode qui va être aux alentours de 5, 600 et quelques, 650 Hz. Donc effectivement, dans la réponse, dans la base modale, on se rappelle que le deuxième mode était aux alentours de 600 Hz et qui était suivant Y. Il se trouve que voilà, ce mode-là, c'est celui qui va avoir une réponse prépondérante dans le chargement. Mais ici, ce qu'on va regarder sur le random, c'est surtout le cumul des contraintes RMS. Et donc, on va regarder quelle est la valeur à 2000 Hz, donc à la fin du chargement, pour avoir la valeur qui nous intéresse. Donc, on serait à 1 sigma. Hein, et puis, si on voulait prendre en termes statistiques la totalité des possibilités d'apparition, ou en tout cas 99,9% de possibilités d'apparition, il faudrait prendre 3 sigma sur cette contrainte, ou 2,4 selon les domaines d'activité, pour être sûr de prendre en compte la totalité des possibilités d'apparition de tous les chargements. Par la suite, on pourrait éventuellement combiner ces résultats-là ou une analyse simplement SSD, donc Steady State Dynamics, donc réponse harmonique unitaire, avec FESafe pour pouvoir calculer la durée de vie. Donc soit on va utiliser la valeur RMS multipliée par 2,4 ou par 3
pour avoir la totalité de la réponse. Et puis on va comparer ça à une valeur admissible en fatigue, donc avec un certain nombre de cycles. On aura du coup un dommage et puis on pourra dire si inférieur à 1, supérieur à 1, on tient le nombre de cycles spécifiés. Ou alors, on va directement calculer la réponse dans FISAFE en renseignant les chargements, donc la PSD en renseignant ou alors le chargement en steady state, donc en réponse harmonique, et puis en renseignant également les types de matériaux dans FISAFE avec les courbes spécifiques SN, donc les courbes de voleur, pour regarder au final quelle est la durée de vie moyenne ou alors est-ce que le dommage est inférieur ou supérieur à 1 sur la structure, donc si la structure va tenir le chargement en fatigue imposé par une donnée normative par exemple. L'avantage, c'est que FISAFE va être aussi accessible avec les mêmes licences qu'Abacus si on a les jetons étendus. Le temps passe vite. Conclusion, Abacus nous permet la modélisation des phénomènes vibratoires. Il y a plusieurs procédures qui sont à disposition. Cette présentation est non exhaustive, notamment on n'a pas parlé ici de la modélisation des vibrations sismiques ou des combinaisons modales. Et puis, il y a un post-traitement qui est adapté et on va pouvoir également faire le calcul de durée de vie en fatigue grâce à FICF qui va être accessible avec les mêmes licences qu'Abacus si on détient les jetons étendus. Je vous rappelle que Keonis est là pour vous conseiller dans le choix des outils de simulation, vous apporter de l'aide au travers du support technique et donc du support. On va pouvoir aussi vous aider à développer des méthodologies spécifiques sur ces sujets-là et puis également vous proposer de la formation. Alors spécifiquement pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on a mis en avant 2 formations possibles. La première, c'est la formation d'introduction à Abacus, mais sur la partie CAE où on va se concentrer juste sur la mise en données d'un modèle, d'une analyse et puis le post-traitement. Donc, c'est simplement limité à 2 jours. Et puis, il y a une formation qui est vraiment dédiée à la dynamique linéaire d'un Abacus, qui est de 2 jours aussi, où on va aborder l'extraction de la base modale, l'amortissement, les réponses harmoniques transitoires, les réponses de type spectrum, etc. Donc, je vous encourage à nous solliciter si une de ces formations vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, le prochain webinaire sera diffusé le 14 septembre de 11h30 à midi et il sera dédié à l'optimisation topologique dans 3D Experience. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste disponible s'il y a des questions sur les quelques minutes qu'il nous reste. Alors, où peut-on récupérer une question? Où peut-on récupérer les participations modales? Alors, je l'ai montré dans une des slides préalables, les facteurs de participation modale sont écrits dans le point date à l'issue du step frequency. On va retrouver la pondération en fonction des axes globaux et par mode. Et cela va nous donner une indication sur le type de mode et son importance dans la réponse dynamique. Donc, une deuxième question, comment peut-on faire une analyse dynamique sur une structure préchargée? Est-ce que le contact est pris en compte? Alors, la précharge est réalisée au préalable de l'analyse dynamique dans un step statique général, par exemple. On peut renseigner alors une mise en données linéaire ou non linéaire, donc inclure notamment du contact, de la grande déformation ou de la non-linéarité matériaux. Une fois le régime établi, c'est-à-dire le step général terminé, l'analyse modale et l'analyse dynamique qui s'ensuit se basent sur une matrice de raideur qui n'évolue pas, puisqu'on est dans un cadre linéaire. Ainsi, l'état de pré-contrainte, comme l'état des ondes de contact d'ailleurs, à la fin du step de précharge, il restera figé pour l'ensemble de l'analyse dynamique. Ok, je vois pas d'autres questions, donc on va peut-être s'en tenir là. J'ai peut-être un peu dépassé sur la durée initialement prévue. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon été et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.